Au menu de l'actualité dans cette édition, dindons et porcs sous toutes les coutures dans le sanglier. La foire de Réau a encore fait des heureux cette année à l'approche des fêtes de fin d'année. Nelson Mandela repose désormais en paix dans son village natal. Le père de la nation arc-en-ciel a été inhumé ce midi à Kounou après des derniers adieux à lui rendus par ses proches dans la stricte intimité. Et puis, nous ferons la connaissance de Mamio, la statuette à qui l'on attribue des pouvoirs de fécondité à Pobé Mangao, une vieille dame très convoitée et qui a du mal à rester chez elle. Bienvenue à vous au grand journal de ce dimanche et merci de votre attention. Des centaines de porcs et de dindons choisis parmi les meilleurs et présentés aux visiteurs de la foire du dindon et du porc à Réau ce week-end. Une manifestation qui a pour ambition de booster le secteur de l'élevage pour le bien-être des populations. Les producteurs des 10 communes de la province ont donné le meilleur d'eux-mêmes et ils ont été récompensés selon leur mérite. La foire, qui est à sa 5e édition, a encore fait des heureux. Yolande Lompo était à l'ouverture de l'événement. Rendez-vous majeur de la production avicole et porcine, cette 5e édition de la foire du dindon et du porc de Réau a regroupé sur un même site des producteurs et des éleveurs de différentes communes de la province du Sanglier. Sur l'aire d'exposition, ce sont près de 200 têtes de porc et 500 têtes de dindons prêts à être consommées qui ont été proposées aux potentiels acheteurs. Organisée autour du thème élevage et bien-être social, cette foire aura permis d'interpeller les jeunes à suivre l'exemple de ces éleveurs, car l'élevage comme source d'auto-emploi semble être une solution adéquate au chômage, même s'il reste confronté à de nombreuses difficultés. Bon, la difficulté, essentiellement, c'est toujours les questions de formation, toujours les questions d'appui, puis la réalisation des infrastructures. 40 candidats ont été évalués en fonction des critères retenus par le jury et comme à chaque édition, les 5 premiers de chaque filière ont été primés et des prix d'encouragement attribués aux candidats malheureux. Sidonie Kanyala et Yakuba Badolo, respectivement premiers en matière d'élevage du porc et du dindon, repartent chacun avec un prix d'une valeur de 230 500 francs CFA. J'ai toujours obtenu le premier prix. Donc cette année encore, j'ai obtenu le premier prix, je suis d'abord très content. Mais le nombre de cheptels que j'ai amené, aujourd'hui je suis à 116, ce qui est sur place. Mais à la maison, si je vais totaliser, j'ai à peu près un nombre de 200 têtes. Et mon objectif aujourd'hui, que mes camarades, que tout Burkinabé qui a pris pied venir à cette foire-là, qu'il puisse prendre l'expérience, même si on n'élève pas le dindon chez lui, qu'il copie l'exemple du sanglier pour vulgariser cette volaille-là. J'interpelle par exemple l'État burkinabé vraiment d'encourager ceux qui mènent l'activité. Les efforts consentis par la députée Rosalie Bassolé pour le développement de l'élevage à travers la diffusion des porcs de race améliorés au niveau de la province lui ont valu une mention spéciale. Afin de booster l'élevage dans la région ouest, le centre d'élevage et formation EA Marie, dont le but est de contribuer au développement de l'élevage, vient de se doter d'un secrétariat permanent qui se chargera dorénavant de l'organisation pratique de la foire. Véritable vitrine de présentation de ces deux espèces d'animaux en qualité et en quantité, la foire du dindon et du porc de Réau a acquis une certaine notoriété au fil des éditions. On note cette année la présence du chef du gouvernement sur l'aire d'exposition. C'était hier samedi, suivant Fousseni Kindo. Luc Adolphe Tiao à la 5e foire des dindons et des porcs de Réau. Le chef du gouvernement burkinabé est venu encourager les producteurs. Cette foire vise à promouvoir l'élevage des dindons et des porcs, mais aussi servir de cadre d'échange entre les acteurs. Elle a eu un impact dans la province, même dans certaines régions, comme certaines zones comme chez nous, vers Pouni, où les gens ne sont pas tellement axés sur ce genre d'élevage. De plus en plus, il y a des éleveurs qui se sont adonnés à l'élevage donc des dindons. Et donc vraiment, je tiens vraiment à le féliciter et dire là que c'est une source de revenus importante.
Et j'ai été pratiquement frappé aussi en regardant cette foire, de regarder donc toutes ces porcheries qui sont tenues par des femmes. Et là également, ça prouve qu'effectivement, nous pouvons donner les moyens nécessaires aux femmes pour qu'elles puissent effectivement mener des activités rémunératrices. Je les encourage. Peut-être que nous allons examiner avec eux les voies et moyens pour les aider à écouler dans les meilleures conditions, au meilleur prix, donc leur production. Et je pense qu'il faut qu'on travaille là-dessus. Quand il y a des initiatives pareilles, le gouvernement se doit de vraiment les encourager. Au-delà de l'aspect commercial, la foire de dindon et des porcs de Réau entend aider à la pérennisation de l'élevage des deux espèces dans la province du Sangué, mais aussi rendre le secteur rentable. Voilà une activité à mettre au compte de l'élevage périurbain, un phénomène qui gagne du terrain au Burkina Faso et qui oblige les responsables du département à accorder une attention particulière à cette activité, un intérêt qui a conduit le ministre des Ressources animales et halieutiques dans les fermes d'élevage et des unités de production dans la zone périurbaine de Ouagadougou, visite à laquelle des étudiants des écoles supérieures ont été associés et qui avait pour but de soutenir les efforts donc des producteurs, mais aussi de susciter une plus grande adhésion à ces initiatives privées. La sortie a inspiré Jonas Wamba qui nous propose un dossier sur le sujet. C'est avec la voix de Karim Patrick Namouano. Nous sommes à Pabré, à la sortie nord de Ouagadougou. Dans cette commune rurale, Lassane Sawadougou est propriétaire de 3 sites d'élevage. Lundi 2 décembre 2013, c'est une journée de pâturage, mais pas comme les autres. Cet éleveur de la quarantaine d'années entretient un cheptel de plus de 1700 têtes réparties dans 3 fermes. 2 à Pabré et 1 à Cambouin-Saint. 34 employés y travaillent. Lassane Sawadougou dit hériter l'élevage de ses parents, une activité qu'il pratique avec passion. Ça ne commence pas de moi, c'est de naissance. Donc on a trouvé les parents qui faisaient ça, mais ce n'était pas amélioré jusqu'à ce point. Donc nous, à notre arrivée, de prendre maintenant la possession de faire l'élevage, donc on a un peu modernisé et a fait le métissage. Producteur modèle, Lassane Sawadougou a reçu la visite du ministre des Ressources animales qui est venu l'encourager et recueillir les préoccupations de la filière. C'est pour moi simplement un acte d'encouragement de quelqu'un qui est la preuve vivante de l'amélioration des technologies d'élevage, mais surtout de la viabilité et de la rentabilité économique. Je suis là donc pour simplement le féliciter et souhaiter que les jeunes qui sont avec nous se convainquent que l'élevage est un créneau porteur pour peu simplement qu'on en ait la volonté et qu'on en ait aussi l'accompagnement. Et je pense que le gouvernement est là pour cet accompagnement-là. À cette visite, le ministre n'était pas seul. Il est venu avec une équipe d'étudiants qui s'intéressent à l'activité. Ce que nous avons vu nous inspire beaucoup. Voilà. Nous sommes prêts à la réussite de Mme Keïta et de M. Sawadougou hier à vraiment se donner dans ce domaine car le domaine est très rentable. Si les hommes arrivent à mettre de leur amour et leur patience pour avoir tant d'animaux, je pense que les femmes peuvent faire mieux. Je suis juriste de formation. Juriste de formation, certes, mais avec passion, ces étudiants peuvent tirer profit de l'élevage à l'image d'Étienne Pitroapa. Mardi 3 décembre 2013, informaticien de formation, Étienne Pitroapa s'est investi dans une unité d'élevage laitier depuis 2005 à Gampela, située du côté est de la capitale. Avec 5 vaches, sa ferme produit 60 litres de lait par jour et près de 10 000 litres pour la période de janvier à novembre 2013. Le problème, ce n'est pas la rentabilité immédiate. Souvent, les gens veulent que quand ils entreprennent l'élevage, dès la première année, ils commencent à encaisser. Non, c'est un métier qui demande de la patience. Nous devons attendre. Parce qu'une vache qui est porteuse, elle porte, il faut attendre au moins 9 mois. Et 9 mois, c'est le lait, il faut nourrir le veau, etc., etc. Donc, nous avons besoin de patience et il faut avoir des objectifs à long terme. Après les zones nord et est, le cap est mis sur Saponé,
localité située à une cinquantaine de kilomètres au sud de Ouagadougou. Ici, le ministre a visité la ferme porcine du couple Zongo. Après un début difficile en 2008, la ferme compte aujourd'hui près de 300 porcs. En termes de moyens financiers pour accompagner la ferme, c'est à ce niveau que nous avons eu quelques difficultés parce que les structures financières de la place n'étaient pas disponibles et nous ne voulaient pas prendre le risque de s'engager avec nous. Il y a eu la Caisse populaire qui, depuis l'année passée, qui a cru en nous, qui nous accompagne et c'est avec la Caisse populaire que nous travaillons. Ça fait notre deuxième prêt que nous avons auprès de la Caisse populaire. À côté de cette ferme porcine, Alimata Keïta entretient des pondeuses et des poulets de chair. Sa ferme totalise plus de 12 000 pondeuses et produit 400 à 500 plaquettes d'œufs par jour. Et chaque 2 mois, la fermière met sur le marché près de 3 500 poulets de chair. C'est un métier qui nourrit très très bien son homme. Mais il faut travailler. Il faut avoir de très bons collaborateurs qui voudront mouiller le maillot avec toi, qui soient honnêtes. L'élevage nourrit bien son homme, mais les contraintes telles que les problèmes d'eau, d'alimentation, de pâturage, de conservation et de commercialisation des produits sont majeures. Des contraintes exposées au ministre de tutelle lors de cette tournée. La leçon que je tire de cette sortie, c'est que dans un premier temps, je me suis rendu compte que la politique définie par le gouvernement est effectivement pertinente. Un élevage compétitif signifie que la demande du marché est tout simplement rencontrée en termes simplement d'objectifs. Quand le consommateur demande des œufs, quand le consommateur demande du poulet de qualité, quand le consommateur demande du lait, il faut pouvoir lui procurer cela. L'élevage est l'un des piliers du développement socio-économique du Burkina Faso. Ce secteur participe pour 12% au produit intérieur brut et près de 25% aux exportations du pays. Une manne pour l'économie nationale, mais aussi et surtout pour les éleveurs. Voilà le ministère des Ressources animales et halieutiques qui va également en guerre contre la péripneumonie bovine contagieuse et la pasteurellose, des maladies qui déciment le cheptel en général. Une vaste campagne de vaccination et de déparasitage du bétail est lancée avec l'appui financier du Comité international de la Croix-Rouge. Les éleveurs de Loudalan font vacciner bovins et petits ruminants depuis le 13 décembre dernier. Bouma Ernest Nebier. La péripneumonie contagieuse bovine et la pasteurellose ne pourront pas décimer le bétail des éleveurs de la province de Loudalan. Une vaste campagne de vaccination gratuite de leurs animaux contre ces maladies a été lancée ce 13 décembre 2013. Cette campagne, qui va permettre de vacciner 200 000 bovins et petits ruminants, concerne une grande partie de Loudalan, sur toutes les zones qui ont accueilli les réfugiés de la crise malienne. D'un coût d'environ 100 millions de francs CFA, elle est un geste du Comité international de la Croix-Rouge CICR. Vous savez, depuis 2012 qu'a débuté la crise au Mali, c'est plusieurs dizaines de milliers de réfugiés maliens qui ont trouvé refuge dans la région du Sahel. Ils ont trouvé refuge avec leurs animaux, doublant ou triplant du coup les animaux, d'où on peut avoir des animaux qui peuvent à tout moment être exposés à des maladies. C'est pour cela que nous avons voulu bien appuyer la Croix-Rouge du Burkina Faso. Ça va nous permettre de prévenir cette maladie et nous pensons même que d'ici quelques années, la prévalence de la maladie va diminuer. Donc ça va diminuer les mortalités et les pertes économiques liées à cette maladie. Pour les bénéficiaires, ce geste du CICR qui a permis à la Croix-Rouge burkinabé et au ministère en charge des ressources animales d'organiser cette campagne est salvateur. Je remercie la Croix-Rouge et les agents du ministère de la Santé, des ressources halieutiques et animales qui sont venus nous appuyer dans cette vaccination. Nous sommes très heureux de ce soutien parce que ce sont les animaux qui constituent notre mil, notre riz, notre lait et tout ce qui nous permet de vivre en fait. En plus de la vaccination, les petits ruminants seront déparasités. La campagne est prévue
pour durer un mois. La communauté internationale qui a consacré le 14 décembre journée de lutte contre le diabète fait marquant de cet événement célébré dans le Boulkiemde l'inauguration d'un centre médical à Kokologo, une structure qui va permettre de désengorger les autres dispensaires de la commune et d'offrir des soins de qualité aux patients. C'est le fruit d'un partenariat nord-sud de Touboum. Evelyne Dabiri. La particularité de ce centre médical est qu'il est destiné principalement au dépistage du diabète, au suivi et aux soins des maladies liées au diabète. Son plateau technique fourni par l'entraide missionnaire de Suisse est approprié et un agent formé en diabétologie dans ce pays partenaire vont combler sans doute un besoin de santé. L'inauguration justement de ce centre médical vient renforcer les capacités de prise en charge des malades dans la commune de Kokologo, mais surtout vient ajouter un plus, surtout en rapport avec la prise en charge du diabète, comme vous le savez, qui est une maladie extrêmement importante auquel nous devons faire des efforts complémentaires par rapport à ça. Donc ça vient ajouter effectivement des compétences en plus de ce qui est déjà existant comme infrastructure dans la commune. Je crois que c'est un bel exemple de solidarité, de fraternité et surtout d'amitié. Et à l'endroit de la population de Kokologo et ses environnants, je voudrais sincèrement les inviter à fréquenter assidûment ce centre parce que nous demeurons convaincus qu'aujourd'hui, quand on parle de diabète, la meilleure façon de lutter contre le diabète reste le dépistage. Le haut commissaire de la province salue la coopération entre l'association des diabétiques de Kokologo, la Fila Bumbu, et l'entraide missionnaire de Suisse, une coopération décentralisée qui contribuera à l'atteinte des objectifs santé pour tous d'ici à l'an 2020. Ce centre va dispenser des soins continus de jour comme de nuit. Et les premiers patients ont pris d'assaut ce centre quelques heures avant la coupure du ruban pour un dépistage gratuit. En ce jour commémoratif de la journée du diabète, ce joyau a été remis à l'association La Fila Bumbu, chargée d'assurer son bon fonctionnement. Cet investissement est estimé à plus de 10 millions de francs CFA selon Gabrielle Billière, présidente de l'entraide missionnaire de Pôle en Suisse. Cette association ambitieuse compte ériger en plus de ce centre et avec l'appui de partenaires, une maternité, un laboratoire, un dépôt pharmaceutique et une salle d'hospitalisation. Et puis l'actualité internationale ce jour, c'est l'inhumation de Nelson Mandela par des Sud-Africains très émus. Les obsèques de Nelson Mandela ont duré 10 jours. 10 jours d'hommage ininterrompus. Et au Burkina Faso, le Parti pour la démocratie et le socialisme, parti des bâtisseurs, a joint sa voix au monde entier pour ses adieux. Le PDS Medba a rendu hommage à celui qu'il considère comme un exemple de militantisme politique révolutionnaire. Le discours du président d'honneur du parti à la cérémonie était un cours d'histoire sur le héros de la lutte contre la ségrégation raciale en Afrique du Sud, C. Sylvestre Da. L'exposé du président d'honneur du PDS Medba, retraçant la vie de Nelson Mandela, a constitué l'essentiel de cette cérémonie d'hommage au héros de la lutte anti-apartheid organisée par le parti des bâtisseurs à son siège à Ouagadougou dans la soirée de ce 14 décembre. Pour Philippe Ouedraogo, le parcours, le combat et la personnalité de Madiba sont un idéal dont devrait s'inspirer tout militant politique révolutionnaire. C'est un militant révolutionnaire et comme militant révolutionnaire, son exemple doit servir beaucoup à la lutte des militants politiques dans tous les pays du monde. Donc pour ce qu'il a été, pour ce qu'il représente et pour ce que tout le monde lui reconnaît comme qualité, eh bien, c'était normal, je crois qu'un parti comme le PDS Medba décide de lui rendre hommage et de lui rendre spécialement hommage. Au-delà de l'homme politique, le PDS Medba estime que Mandela est aussi un exemple pour les jeunes, pour tout citoyen ordinaire, mais surtout pour tout dirigeant. Cet homme a été toujours prêt à sacrifier sa vie pour défendre les intérêts de son pays, à sacrifier sa vie pour défendre les intérêts de ses concitoyens, à sacrifier sa vie pour que ses concitoyens puissent bénéficier de la justice et que cette justice soit la même pour tous les citoyens de son pays. Tout ça, vraiment, ce sont des exemples que ceux qui dirigent un pays en Afrique ou ailleurs d'ailleurs dans le monde doivent connaître et doivent essayer de suivre. Et par conséquent, notamment l'exemple du désintéressement dont il a fait montre. En quittant le pouvoir avant même la fin de son mandat, de son premier mandat, ça c'est un exemple que beaucoup d'Africains ne veulent pas reconnaître. On ne peut pas être à l'école de Nelson Mandela et vouloir en même temps
persévérer, perdurer dans le pouvoir, comme si on était la seule personne capable de diriger un pays. Et or, il y a beaucoup d'exemples de ce type en Afrique. Après une semaine d'hommage à travers le monde, Nelson Mandela sera enterré ce dimanche 15 décembre, comme il a souhaité auprès de ses parents et de 3 de ses enfants, dans le village de Kounou, village d'Afrique du Sud, où il a passé les meilleurs moments de son enfance. C'est lui, l'habilleur de Nelson Mandela, Pateo, parle de sa rencontre avec un grand héros et évoque déjà l'après-Mandela pour la mode africaine. Le styliste burkinabé s'est confié au détour de Mode Afrique qui se tient à Abidjan à Frédéric Etienne Bassenga. Nous l'écoutons. Un jour, Myriam Makeba, paix à son âme, se présente chez moi. Et puis que je l'habillais elle-même d'abord. Et elle est venue pour prendre ces choses et elle a vu les chemises que je faisais. Et elle disait qu'elle voulait des chemises pour envoyer au président Mandela. En ce moment, il venait d'arriver au pouvoir. C'était en 1994. Et elle a pris 5 chemises. Elle a payé 5 chemises pour aller donner au président Mandela. Et moi qui étais vraiment... J'étais impressionné que je puisse mettre des vêtements sur le président Mandela. Parce que vu son histoire, vu... sa dimension, je n'imaginais pas. Alors, donc j'ai donné 2 chemises à Myriam Makeba d'aller lui remettre de ma part. Et quand Myriam Makeba est parti, et pour les 2 chemises, il m'a fait une lettre de sa main. Et à la fin, il a dit que l'Afrique de demain appartiendrait aux créateurs de richesses. Bon, au départ, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais bon, en tout cas, ça m'a impressionné, ça m'a fait un effet. En tout cas, ce que je le rencontre en 1998 à Ouagadougou, pendant l'OIA. Quand il m'a rencontré pour la première fois, et c'est vrai qu'il portait mes vêtements sans me voir, avant de me rencontrer. Mais il ne me connaissait pas comme ça. Mais quand il m'a rencontré pour la première fois, il m'a salué, il m'a pris contre lui, puis il a tâté ma tête comme ça. Il a pris ma main dans sa main, et puis on a commencé à marcher, et puis il parlait. Il n'a pas eu cette... C'est-à-dire, il a enlevé le mythe. Il était devenu comme un père pour moi. Et je discutais face à face comme vous. Il n'y a pas eu cette barrière-là. Mais la considération qu'il a eue pour moi, ça a réveillé aujourd'hui sur beaucoup. Et ça a été aussi pour beaucoup l'évolution de la mode aussi en Afrique. Parce qu'en portant ça, il a donné une image. Il a incité la création. Il a enlevé notre comment on appelle ça, le complexe qu'on avait. Parce qu'on s'est dit que le chef d'État, qui nous pensions inaccessible par rapport aux vêtements, nous on l'a habillé. Et pas n'importe quel chef d'État. Voilà. 21 coups de canon, des avions de chasse qui survolent les collines du Cap oriental parés des couleurs de l'arc-en-ciel pour accompagner le père spirituel des Sud-Africains à sa dernière demeure. Après des funérailles qui ont duré 3 heures de temps, Nelson Mandela a été inhumé dans son village natal auprès des siens. À Kounou, l'émotion était encore palpable pour ses tout derniers adieux à Madiba. C'est la dernière image de Nelson Mandela. Il est midi, le soleil est à son zénith. Dans la propriété familiale de Kounou, Madiba reçoit l'ultime bénédiction. Que la grâce de Dieu soit suffisante aujourd'hui et lorsque l'absence de Tata se fera trop lourde. Au même moment, 3 hélicoptères font irruption, tractant des drapeaux sud-africains, exactement comme ce jour de 1994, où Nelson Mandela est devenu le premier président noir d'Afrique du Sud. Puis les caméras s'effacent conformément aux vœux de la famille. L'inhumation se fera dans la plus stricte intimité. Quelques heures plus tôt, c'est un chant religieux Xhosa, suivi de l'hymne sud-africain qui ont ouvert la dernière cérémonie officielle. Après 10 jours de deuil et d'hommage, l'émotion prend le dessus. Ahmed Kathrada, l'ami intime, le compagnon de Robben Island, a du mal à retenir ses larmes.
Adieu, mon frère. Adieu, mon mentor, mon leader. J'ai perdu un frère. Ma vie est face en vide. Je ne sais plus vers qui me tourner. L'émotion et les rires parfois, mais tous veulent saluer une dernière fois l'icône de la réconciliation, le compagnon des luttes qu'ils ont partagées. Mais pour sa petite fille, c'est l'homme simple, le grand-père gâteau. Tu vas nous manquer, Tata Mkoulou. Ta voix sévère quand tu n'étais pas content de nous va nous manquer. Ton rire va nous manquer. Dernier à prendre la parole, Jacob Zuma, qui promet de faire vivre l'héritage de Madiba. Ton voyage s'achève aujourd'hui. Le nôtre doit continuer fermement. Il y a une chose qu'on peut t'assurer, Tata. Alors que tu nous quittes, c'est que l'Afrique du Sud continuera à s'élever. L'Afrique du Sud qui a tourné ce 15 décembre une page de son histoire. Voilà, nous revenons au Burkina Faso pour parler employabilité des jeunes. Les pouvoirs politiques disposent désormais d'une feuille de route qui propose une nouvelle dynamique dans la promotion de l'emploi au Burkina Faso. Le colloque international sur l'emploi, à la fin de ses travaux, a souligné la nécessité de faire de la question de l'emploi une bataille commune. Si Sylvestre Da nous parle des conclusions de cette rencontre. Le colloque national sur l'emploi qui s'est achevé samedi dernier à Ouagadougou ne sera pas un autre colloque de trop. Cela est une conviction du ministre en charge des questions d'emploi qui présidait la cérémonie de clôture de cette rencontre au nom du Premier ministre. Il y a environ 200 participants d'horizons divers à être invités pour proposer des réponses concrètes au renforcement de l'employabilité, de l'auto-emploi et de l'amélioration de la gouvernance du marché de l'emploi au Burkina Faso. À l'issue des travaux, ils ont pu décider qu'on va appeler une feuille de route pour impulser une nouvelle dynamique à la promotion de l'emploi dans notre pays. On a d'abord eu des études diagnostiques qui nous ont fait quand même l'état des lieux et c'est sur cette base qu'on a esquissé la feuille de route qui nous donne une certaine lisibilité. Donc surtout l'allimage entre les différentes politiques sectorielles, ça c'est très très important. Par exemple quand on dit que le caractère transversal de l'emploi n'est pas très bien affirmé ou pris en compte par notre cadre financier de développement qu'est la SCAD, ça c'est très très important qu'on se mette déjà, n'est-ce pas, dans ce starting block-là pour qu'à la prochaine révision de la SCAD, que cela soit pris en compte. Une feuille de route constitue une phase théorique d'une ambition politique et sa mise en œuvre demeure une autre paire de manches. C'est pourquoi il a été recommandé la mise en place d'un programme d'appui à la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi en vue de fédérer les efforts des intervenants dans les domaines. Le grand défi maintenant, c'est vraiment la mise en œuvre et le suivi. Et c'est là, je me réjouis de voir que cela a été souligné, cela a été répété par le ministre. Et nous voulons renouveler la disponibilité des partenaires à accompagner le gouvernement national. Les participants au colloque ont aussi proposé un plan d'action opérationnel de la feuille de route qui devrait couvrir la période 2014-2017 avec une batterie d'activités. L'association Burkina Nouveau, qui poursuit sa quête de la paix et de la cohésion sociale pour un futur sans dommage, a installé les bureaux des sous-sections des arrondissements 2 et 9 de Ouagadougou, des structures installées en présence d'une population qui est sortie nombreuse, comme nous le témoigne Claudine Bikaba. À l'image de ce cheval docile, calme et paisible qui incarne des valeurs nobles, l'association Burkina Nouveau veut faire de son cheval de bataille la cohésion sociale et la paix au pays des hommes intègres. Après les représentations du mouvement dans les 13 régions du Burkina, en France et en Côte d'Ivoire, c'est le tour des arrondissements numéro 9 et numéro 2 de Ouagadougou de voir installer officiellement les bureaux respectifs comptant 19 et 36 membres. Ces cérémonies placées sous le thème « Paix et cohésion sociale en proie, quelle stratégie pour un futur sans dommage ?» ont réuni les coutumiers, les religieux et les populations sorties nombreuses. C'est suite aux événements de 2011 que nous avons créé cette association pour anticiper sur beaucoup de choses. Vous savez que lorsque nous voyons ce qui se passe dans les pays voisins, nous pensons que nous devons anticiper sur cela. Parce qu'au Burkina Faso, nous avons la chance que dans une même concession, vous avez le musulman,
vous avez le chrétien, vous avez le protestant. Donc c'est un acquis que nous devons entretenir. Je pense que nous interpellons les uns les autres pour leur dire qu'au-delà de nos divergences, le Burkina Faso nous appartient à nous tous. L'association Burkina Nouveau est une association apolitique, laïque et à but non lucratif. Elle veut anticiper en prenant les valeurs de paix pour éviter au pays de vivre des situations douloureuses de guerre que vivent certains de nos pays voisins en éloignant le spectre de la guerre au Burkina. Le président de l'association s'est dit satisfait de la mobilisation, tandis que le représentant des coutumiers, lui, apprécie l'initiative. Il faut vraiment féliciter déjà l'arrondissement numéro 2 pour cette grande mobilisation. Et comme vous l'avez vu depuis ce matin, au niveau de l'arrondissement 9, il y a aussi une grande mobilisation. Et je suis vraiment satisfait de voir que la population veut vraiment la paix. Et je pense que nous sommes dans le même élan, nous sommes dans la même vision. En tant que chef coutumier et traditionnel, c'est d'abord un devoir pour nous de soutenir et d'accompagner toute action qui vise le développement, la paix et puis la cohésion sociale dans la juridiction coutumière où nous résidons ou dans la localité où nous résidons. Un hommage a été rendu au chef de l'État pour avoir dirigé le pays pendant plus de 20 ans dans la paix et une minute de silence observée à la mémoire de Nelson Mandela, homme de paix. Par ailleurs, le président de l'association et ministre des Sports et des Loisirs a mis son domaine à contribution en remettant des vélos aux meilleurs cyclistes qui ont remporté une course organisée à l'occasion, ainsi que la pétanque et le maracana, dont les meilleurs ont reçu des trophées et des sommes d'argent. Il y a eu également le lancement des colonnes pour un souffle nouveau qui s'annonce au Burkina et la prestation d'artistes nationaux que sont Inès et Kisso Coimbré et de l'artiste Vital de la Côte d'Ivoire. Quelle solution aux violences en milieu scolaire? La réponse viendra peut-être du Conseil national pour la prévention de la violence à l'école qui a instauré un cadre de dialogue avec les jeunes, les acteurs du système éducatif et les différentes associations d'élèves et étudiants ont pu échanger sur les causes de ces violences. Le dialogue est sans nul doute la piste à privilégier pour résoudre ces problèmes. Ramatou Zida. 2 jours durant, les responsables du système éducatif ont palabré avec les élèves et les étudiants de Ouagadougou sur la question de la violence en milieu scolaire. Les différentes parties se sont exprimées à cœur ouvert sur les causes de ces violences. Une expérience qui devrait permettre de dégager des accords pour amoindrir le mal. Non, mais ce qui est important, c'est qu'on puisse se comprendre, qu'on sache qu'en fait, on est dans la même barque. C'est le même but que nous recherchons, c'est la réussite des élèves. Et pour que les élèves réussissent, il faut qu'eux-mêmes soient engagés à leur réussite. Parce qu'on ne peut pas défendre les intérêts de quelqu'un contre son propre engagement. Donc nous pensons que c'est normal. Les élèves, ils ont des préoccupations qu'ils ont eues donc, à décliner. Ces préoccupations-là, nous les vivons et nous aussi, nous avons ces préoccupations. Maintenant, il faut que nous puissions nous comprendre pour aller à l'essentiel. Pendant ces 2 jours, nous avons retenu beaucoup de choses, à savoir que la violence, c'est vrai que nous avons le droit de grèver, mais pas de casser, parce que si nous remarquons, nous sommes dans cette période de séisme et toute chose se fait par la cohésion. Il faut beaucoup de dialogue et vraiment, nous avons retenu beaucoup de choses. Le Conseil national pour la prévention de la violence à l'école CNPV se dit satisfait. La mutualisation des différentes expériences permettra de réorienter la politique nationale en matière de lutte contre les violences dans les écoles. Les étudiants, les élèves, ainsi que les syndicats d'enseignants et les proviseurs ont vraiment honnêtement exprimé ce qu'il y avait au fond de leur cœur. Nous avons écouté, nous avons entendu, partout ils nous ont parlé du manque de satisfaction de leurs revendications. Ils nous ont parlé tantôt d'impunité que nous avons vu à tous les sens, même s'ils l'ont vu de façon unilatérale. Chez nous, c'était dans tous les sens. Et nous avons essayé de voir ensemble comment régler ce problème. Ce cadre d'écoute et de dialogue avec les jeunes est la 2e rencontre d'une série. Le Conseil national pour la prévention de la violence à l'école compte l'étendre aux autres établissements des différentes régions du Burkina.
Puis le mariage forcé et précoce, cette autre violence à l'égard de la femme et de la jeune fille surtout, et à laquelle on cherche solution. L'association d'appui et d'éveil pour SADA, elle est dans la sensibilisation pour la réduction de cette pratique. À Kaya, la DDP a mené plusieurs 72 heures d'activités pour faire passer son message. C'est Sylvestre Da. Une campagne d'information et de sensibilisation, c'est l'arme choisie par l'association d'appui et d'éveil Porceda ADEB pour mener la lutte contre les mariages précoces et les mariages forcés à Kaya, ainsi qu'à travers la région du Centre-Nord. Nous travaillons sur la problématique du mariage précoce et forcé dans la région du Centre-Nord depuis longtemps. Et nous savons que c'est une réalité aujourd'hui. Et cette réalité porte atteinte à l'épanouissement des jeunes filles. Et nous avons profité de la journée internationale d'élimination de la violence à l'égard des femmes pour joindre notre voix à la communauté nationale et internationale et célébrer cette journée à 72 heures à Kaya pour contribuer à la sensibilisation. 3 jours durant, l'association a organisé une série d'activités pour toucher le maximum de personnes. Au-delà des messages adressés aux populations, lors de la cérémonie de lancement de la campagne, des conférences publiques à l'intention des élèves, de même que des rencontres avec les responsables coutumiers et religieux de la région, ont été organisées. Le tout couronné par un cross populaire à travers les artères de la capitale de la région du Centre-Nord. Avec l'appui des partenaires, nous allons pouvoir les accompagner, les aider, les sensibiliser, et faire un plaidoyer aussi pour que les coutumiers, les religieux, les leaders d'opinion et les femmes elles-mêmes elles n'ont qu'à prendre leur responsabilité. C'est depuis 1995 que l'association d'appui et d'éveil Porceda mène des actions de sensibilisation et de plaidoyer sur les mariages précoces et forcés de la jeune fille. Ces zones d'intervention sont les provinces du Kembe, du Kadiogo, du Yatenga, de l'Ubutenga et bien sûr du Sanmatenga. On fait à présent le point de la Semaine nationale de la citoyenneté. La 10e édition de la CENAC a pleinement atteint ses objectifs selon les organisateurs, qui notent avec satisfaction la tenue de diverses activités au profit de la jeunesse pour inculquer le message de civisme et des droits humains, à un bilan qui a été fait à la presse. Isaïe Parkouda. La 10e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté CENAC a tenu ses promesses. C'est ce qui ressort de cette conférence de presse animée par le secrétaire général du ministère des Droits humains et de la promotion civique. Des théâtres forums aux jeux radiophoniques en passant par les conférences publiques, les jeunes ont répondu présents à l'appel. Toutes les activités qui étaient inscrites dans le cadre de la sensibilisation au cours de la Semaine nationale de la citoyenneté 2013, que ce soit les conférences qui ont été organisées, que ce soit justement les activités culturelles et sportives, toutes les activités qui avaient été prévues ont été réalisées avec grande satisfaction. Tout compte fait, des défis majeurs restent à relever. Il s'agit entre autres d'assurer la pleine éducation à l'ensemble de la population des valeurs morales pour une société de paix. Tout ne peut pas être rose puisque toute organisation humaine ne peut justement aboutir à 100%. Mais en tout cas, à en croire ce qui est revenu comme étant des éléments d'amélioration possibles, c'est comme je le dis, c'est à travers les différentes recommandations que nous avons eues, notamment le renforcement de nos actions à l'endroit de certains groupes cibles. Le secrétaire général rappelle que tous les acteurs doivent s'impliquer davantage dans ce processus d'éducation. Ainsi, dans les familles comme dans les établissements, il faut encourager l'enseignement des valeurs civiques et promouvoir le respect des lois de la République. La lutte contre l'insécurité au Burkina Faso se poursuit et porte du fruit. La section recherche de la gendarmerie de Ouagadougou vient de mettre la main sur des présumés délinquants. Certains d'entre eux sont accusés de port illégal d'armes et de tenues militaires, d'autres de faux et usage de faux documents universitaires. Voici le bulletin présenté aux hommes de médias. C'est toujours avec Isaïe Parkouda. Cet individu en tenue militaire se passait tantôt pour un gendarme, tantôt pour un policier. Il recevait de ce fait tous les honneurs de ses acolytes. Les faits se passaient dans le quartier Yaga à Ouagadougou. Grâce à une enquête de la gendarmerie, il est arrêté le 18 novembre dernier. Ces 3 autres sont également appréhendés pour détention illégale d'armes à feu, composées d'un pistolet, d'un fusil de chasse et de munitions.
Ils avaient à leur disposition un véhicule fruit d'un vol qui leur permettait de transporter le butin après leurs opérations. En rappel, nos services avaient enregistré de multiples plaintes sur des exactions d'un groupe de délinquants opérant à bord d'un véhicule de marque Renault Express de couleur gris foncé. Quant à ce dernier, lui est un spécialiste dans le faux et usage de faux. En réalité, il n'a que le BPC, mais il avait par devers lui un baccalauréat ivoirien, une licence de la République démocratique du Congo et une maîtrise en sciences économiques et gestion diplôme burkinabé, ce qui lui permettait de donner des cours en physique, chimie et en mathématiques dans certains établissements à Ouagadougou. Cette pratique est de plus en plus récurrente dans le milieu de l'enseignement et porte atteinte au niveau d'études des élèves. De ce fait, nous invitons les acteurs de ce domaine à redoubler de vigilance. Nous demandons aussi aux responsables des établissements scolaires de vérifier l'authenticité des diplômes des enseignants avant de les engager et à signaler tout cas suspect au service de sécurité. Les forces de l'ordre et de sécurité demandent à la population une franche collaboration afin de démasquer les individus indélicats de la société. On lui attribue des pouvoirs de fécondité à Pobé Mengao. On comprend pourquoi la statuette Mamio fait objet de tant de convoitises. Disparue dans les années 90 puis retrouvée en Allemagne, la vieille dame est à peine rapatriée qu'elle est vendue frauduleusement à un touriste allemand. Définitivement rentrée à la maison après de nombreuses tractations, on ne quitte plus Mamio des yeux. Alors, pour lui rendre visite, il faut se lever très tôt. Mais Moumouni Soubega a pu le faire pour nous. Découvrons ce précieux patrimoine culturel du Sahel. À vue d'œil, c'est une statuette qui paraît banale, mais à Pobé Mengao, sa valeur vaut son pesant d'or. Son nom, Mamio, c'est-à-dire grand-mère en langue locale Kurumba. Elle est considérée ici comme source de vie et de bonheur. Si vous arrivez à soulever la statuette, ça veut dire que vous pouvez vous marier, vous allez procréer. Mais si vous n'arrivez pas à soulever, ça veut dire que vous devez avoir des problèmes et commencer très tôt à essayer de corriger. Tout ce qu'il y a comme difficulté dans la vie, vous arrivez, vous demandez à Mamio, aidez-moi à résoudre ce problème. Jusqu'à présent, on n'est pas venu nous dire que ça a raté. D'après l'ordonnance de 1985, des biens de ce genre font partie du patrimoine culturel burkinabé. C'est une statuette en granit d'environ 20 kg qui serait descendue avec les ancêtres des populations de Pobé Mengao avant d'être confiée aux forgerons autochtones de l'Oroum. La statuette est alors placée sous un arbre à Ouré, à une vingtaine de kilomètres de ce village pour les consultations et la visite des touristes. Un matin de 1991, coup de théâtre, la statuette manque à l'appel. Dans toute la localité, c'est la consternation totale. La disparition de Mamio nous a beaucoup diminué. Mais culturellement, c'est surtout culturellement que nous avons ressenti, et ça ne se mesure pas. La difficulté culturelle qu'on avait là, ça ne se mesure pas. Ça veut dire qu'à un moment donné, nous nous sommes dit, voilà, nous sommes en train de disparaître. Une seule question est au bout des lèvres des populations. Où est passé Mamio? Une question difficile à répondre. Saisis les archéologues composés du professeur Jean-Baptiste Kientega et du docteur Lassina Sempori de l'université de Ouagadougou se mettent rapidement à sa recherche. En tant qu'archéologue, nous avons aussi pour mission de sauvegarder les biens culturels du Burkina Faso. C'est pourquoi, dès que la disparition a été constatée, le professeur Kientega a envoyé les images de la statuette à ICOM. C'est une structure internationale qui travaille sur les objets disparus. Et ICOM a publié les images de Pobé Mengao dans ses publications. Et d'autre part, le professeur Kientega a pris part aux Pays-Bas à un colloque sur le trafic illicite des biens culturels. Il a encore projeté l'image de Mamio dans la salle et quelqu'un a reconnu avoir retrouvé la statuette en Allemagne, chez un antiquaire en Allemagne. Et il a fait un brainstorming, il a fouillé dans son système et il a retrouvé exactement où est-ce que qui détenait l'objet. Il a communiqué les références au professeur Kientega. La statuette était exposée au dehors sous la surveillance d'un paysan qui, avec l'arrivée des touristes un peu partout, avec des guides qui n'ont pas été vigilants,
Bon, il y a la complicité d'un guide qui a fait qu'il y a un Européen qui l'a acheté. Leurs stratégies de recherche finissent par payer. L'Allemand a reconnu que l'objet est avec lui, mais lui, il ne l'a pas volé. Il l'a acheté. Donc, il ne pouvait pas accepter les accusations dont on fait cas. Un début d'espoir, certes, mais la lutte n'est pas encore gagnée. Les tractations se poursuivent. Compte tenu de la complexité du dossier, le professeur qui intégra saisi Interpol et la télévision Canal+ Horizon pour des investigations. À partir de ce moment, une bataille politico-diplomatique a commencé. L'ambassade d'Allemagne a contacté le monsieur qui détenait l'objet, qui a accepté, compte tenu du fait que ça commençait à soulever pas mal de bruit. Et donc l'Allemand a accepté faire revenir l'objet au Burkina Faso. Ils ont signé un contrat avec l'Allemand avant que l'objet ne revienne. Et ce contrat dit que l'Allemand accepte de prêter l'objet, donc Mamio, à Pobé Mengao jusqu'à sa mort. Et que si Pobé Mengao voudrait, à un moment ou à un autre, faire quelque chose sur l'objet, il fallait demander la permission à cet Allemand-là. Bon, donc nous étions écartés, et nous ne pouvions plus intervenir, donc nous avons laissé les choses aller ainsi. De toute façon, notre combat, notre objectif est atteint, l'objet est au Burkina Faso. Après plus d'une décennie d'exil forcé, c'est finalement le 16 décembre 2001 que Mamio a regagné son Pobé Mengao. Un retour au bercail célébré avec enthousiasme. Mais avant toute chose, il a fallu des rites de sacralisation pour restituer à Mamio son pouvoir d'antan. Des centaines de femmes, dont des Européennes, seraient devenues mères grâce à Mamio. Quant au commanditaire du vol de cet objet, aucun nom n'est cité dans la communauté, mais l'on se fie à certains signes. Sortir le Mamio de son lieu de résidence est un interdit. C'est un sacrilège. C'est une abomination. Normalement, celui-là qui a été dans l'erreur est sanctionné. Il est sanctionné. Et la sanction suprême, c'est la mort. Et nous avons vu des familles qui sont éteintes à la suite du départ de Mamio. Au dire des anciens, depuis le retour de Mamio, la vie a repris son cours normal ici à Pobé Mengao, localité située à une trentaine de kilomètres de Guibo. Et depuis lors, Mamio est en lieu sûr. Elle est désormais placée sous la protection directe du Ayo, c'est-à-dire du chef coutumier en personne, car elle revient de loin. Voilà, on revient à Ouagadougou pour parler d'un logiciel pour faciliter la gestion des stocks de vente et d'achat. Et c'est une trouvaille de l'entreprise Sage, une trouvaille qu'elle met à la disposition des sociétés burkinabées. Le logiciel a été lancé en présence de la presse et de patrons d'entreprise Alissa Sanfo, Claudine Bikaba. La société Sage propose aux entreprises burkinabées un nouvel logiciel intégré de gestion dénommé Sage ERP X3. Un logiciel qui, selon ses promoteurs, couvre tous les besoins de l'entreprise en termes de gestion des flux. Sage ERP X3 devrait également permettre aux différentes sociétés de répondre aux exigences des normes internationales. Pour être une entreprise de production, une entreprise de négoce, une entreprise de service, donc sachez que le Sage ERP X3 permettra non seulement d'avoir un cœur de votre système d'information autour des finances, mais tous les autres métiers de votre entreprise va être géré. Donc c'est les achats, c'est le budget, c'est les ventes, c'est les stocks, c'est la gestion des entrepôts, c'est la gestion de la paye et des ressources humaines. Aux hommes des médias et aux patrons des entreprises, les responsables de Sage ont insisté sur la nécessité d'introduire ce logiciel dans le fonctionnement de leur société. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que je vais aller vers un système de gestion intégré? C'est parce que si je suis une nouvelle entreprise, j'ai besoin d'être structuré dès la naissance. Donc je peux bénéficier de toute cette capacité de procédures, de processus qui sont déjà intégrés dans
dans l'ERP pour bâtir mon organisation. Dans ce monde global aussi, vous savez que partout on parle de certification et l'une des exigences de la certification, ça va être la sécurité, ça va être la traçabilité, mais ça, vous allez l'avoir dans l'ERP. La somme à débourser pour acquérir le logiciel Sage ERP X3 dépend de la taille et des besoins de l'entreprise. Et le ministère du Développement de l'économie numérique et des postes manifeste sa reconnaissance aux agents qui ont travaillé pour la promotion de ce secteur au Burkina Faso. Ils sont 24 qui ont été distingués vendredi dernier. Et Seydou Claudine Bikaba. Ces 24 personnes se sont distinguées dans le travail pour la promotion des postes et des télécommunications au Burkina Faso. Le ministre Jean Kouldiati leur traduit la reconnaissance de la nation. Elles ont été ainsi faites chevaliers de l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la télécommunication. Tout ce qui était décoration de niveau national, c'est-à-dire cela s'est passé au palais à la présidence de Faso. Donc il revient à chaque ministère d'organiser en son sein des cérémonies de décoration pour récompenser au nom de l'État l'ensemble de tous les travailleurs méritants et bien entendu qui remplissent les conditions pour être décorés. Donc c'est pour cela que ce matin, nous avons été programmés par la grande chancellerie pour pouvoir justement récompenser ces agents. Une distinction qui fait la fierté des récipiendaires et les invite à mieux faire. Le sentiment qui m'anime, c'est le sentiment de joie. Ce que je retiens surtout, c'est que pour nous jeunes, on ne voit pas ça comme une reconnaissance, mais plutôt comme une invite à travailler encore davantage pour mériter la confiance que vous passez à nous. Tous ceux qui m'ont encadré afin que j'arrive dans ce résultat. Je remercie Dieu aussi. Outre cette reconnaissance nationale, un hommage particulier a été rendu à Amidou Kaboré. Et selon le directeur général de la Sonapost, cet homme de plus de 60 ans a servi pendant 25 ans sa société dans la zone de Tangen d'Assouri en qualité de courrier cycliste. Il y reçoit une moto et une enveloppe dont le montant n'a pas été dévoilé. Le ministère de l'économie et des finances, plus que jamais convaincu de l'importance de la communication pour la réalisation de ses ambitions, a décidé de lui accorder une place de choix. À l'interne, les exigences de plus en plus pressantes, il faut travailler à améliorer les performances. Le département a mené la réflexion lors de ses concertations de l'année, les deuxièmes concertations internes de l'année, donc Yolande Lompo. Cette deuxième session de l'année 2013 du Conseil d'administration du secteur ministériel de l'économie et des finances est consacrée à l'examen du bilan d'activité de l'année qui s'achève et à la définition des orientations des actions du secteur pour l'année 2014. Et pour profiter pleinement des potentialités qu'offrent les technologies de l'information et de la communication, les cadres de ce ministère et leurs partenaires techniques et financiers vont mettre à profit ce CACEM pour mettre à jour leurs méthodes de communication. Cette année, nous avons choisi comme thème la communication. Communication aussi bien interne qu'externe du ministère. C'est vrai que déjà, notre département a fait beaucoup dans ce domaine, mais quand on fait le point, les différences sont énormes parce qu'en la matière, comme on dit, il y a toujours vraiment un besoin de communiquer parce que les défis sont toujours importants et il faut toujours être à l'écoute. Alors, communication interne d'abord, parce que nous sommes un ministère à gros effectifs, un ministère très concentré et si nous voulons la cohésion sociale, il faut qu'il y ait une bonne communication interne. Communication externe aussi parce que nous sommes un ministère qui est souvent, qui est un ministère des services publics, mais aussi parfois qui est considéré comme étant un ministère trop technique. Il faut qu'on puisse avoir des mécanismes de communication simples et à la portée des citoyens lambda parce que ce que nous faisons, ça a une influence sur leur vie sociale, leur vie de tous les jours. Convaincu que la communication est essentielle pour consolider sa posture de leader en matière de gestion des finances publiques dans la sous-région, le département de Lucien Marie-Noël Bembamba s'engage à renforcer et à améliorer son système d'information et de communication afin d'être un ministère où il y a la transparence, l'esprit d'équipe et l'obligation de rendre compte.
L'église de Thomas a 100 ans d'évangélisation. Le premier missionnaire a foulé le sol du pays saint en 1913 et depuis, l'église donc a enregistré de milliers de fidèles et contribué au développement de la région. On dit que le premier catéchiste du Burkina, Alfred Diban Kizerbo, vient de là, un événement que l'on a tenu à marquer d'une pierre blanche en présence du Premier ministre et de Fousseni Kindo. 100 ans à l'écoute de l'évangile en pays saint. Le Premier ministre Luc Adolphe Tiao a donc voulu être témoin de la célébration de ce centenaire. C'est à Biba, un village situé près de Thomas en 1913, que les premiers missionnaires ont déposé leurs valises. Dans la persévérance et l'abnégation, ils sont arrivés à conquérir le cœur des habitants qui ont vite fait d'embrasser la foi chrétienne. Nous prions Dieu pour suivre l'exemple des premiers missionnaires qui ont beaucoup travaillé. Ils ont été maltraités, emprisonnés pour la cause de Christ, mais sont restés persévérants. Ils exhortent les chrétiens à vivre la foi chrétienne dans la vérité. En 100 ans d'évangélisation, l'église de Thomas a pu s'aimer l'amour dans les cœurs et susciter la solidarité humaine. Des fidèles comme Alfred Diban Kizerbo, dont l'Église souhaite aujourd'hui la béatification, mais aussi de nombreux missionnaires se sont sacrifiés pour l'évangélisation, mais surtout pour le développement de la région, car, disent-ils, l'évangile est holistique. Si nous avons de la difficulté à féliciter Dieu, que nous ne voyons pas avec nos yeux de chair, nous pouvons au moins le féliciter et lever très haut les bras de son Fils Jésus-Christ à travers les agents pastoraux, prêtres, religieux, catéchistes, ainsi que les vaillants laïcs responsables de communautés qui se sont investis et s'investissent encore aujourd'hui pour l'annonce de la bonne nouvelle sur la paroisse de Thomas. Ce sont donc ces efforts de développement du Burkina Faso à partir de Thomas que le chef du gouvernement burkinabé est venu saluer. Un centenaire, ce n'est pas quelque chose de petit. Et saisir l'occasion pour reconnaître le rôle que l'Église a joué dans cette partie de notre pays, dans le domaine de la formation particulièrement, de nombreuses écoles, des établissements secondaires, des centres de formation technique, également dans le domaine de la santé. Donc 100 ans d'évangélisation, mais c'est aussi 100 ans de développement en pays saint. Le centenaire de l'église de Thomas est donc commémoré au moment où ses fidèles viennent d'enterrer un de ses pères évêques, en l'occurrence Monseigneur Zéphirin Toué. Un vibrant hommage lui a été rendu à l'occasion. Yelbunga, désormais un collège d'enseignement général grâce à la générosité d'une famille de la localité, un geste qui soulage parents et élèves pour les études secondaires, un sujet qui rend hommage à Jean-Robert Nigna, l'inauguration de l'infrastructure avec Karim Patrick Namouano. Les écoliers de Yelbunga, dans la région du centre-ouest, ne vont plus parcourir de longues distances pour leurs études secondaires. Le village vient de recevoir un collège d'enseignement général muni de toutes les commodités nécessaires. La nouvelle infrastructure est composée de 4 salles de classe, de toilettes et d'une salle pour l'administration. Batouani Jean-Robert Nigna, aujourd'hui décédé, est le donateur de ce nouveau joyau. Pour honorer sa mémoire, l'école porte désormais son nom, une fierté pour toute la famille. Les autorités régionales en charge de l'éducation se sont réjouies de la réalisation. Elles ont par ailleurs souhaité que ce geste inspire aussi les autres fils et filles de Yelbunga. Voilà pour le grand journal de ce dimanche. Toute l'équipe du 20h se joint à moi pour vous dire merci à vous de nous avoir accueillis chez vous toute cette semaine. Très bonne soirée à tous et à toutes et une excellente reprise de travail pour demain. À bientôt.